cette crise que nous vivons depuis 2 ans et qui a l'air de se compliquer de jour en jour, d'où vient-elle et qui sont un peu les fautifs qui sont à l'origine de cette crise? Des capitalistes trop gourmands? Alors, on va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe avant de faire des jugements de valeur. Je crois qu'il faut bien comprendre que le XXIe siècle est placé sous le signe de la mondialisation. Donc, cette mondialisation, c'est 3 choses. Un capitalisme mondialisé, un système multipolaire, c'est-à-dire qu'on n'a plus une puissance dominante comme l'ont été le Royaume-Uni au XIXe ou les États-Unis au XXe siècle, et puis un système de culture, d'institutions qui reste extrêmement hétérogène. Donc cette mondialisation, elle a démarré en 79 avec les réformes libérales, avec le démarrage de la Chine, avec la révolution iranienne. Elle a spectaculairement accéléré avec la chute du mur de Berlin parce que c'est le moment où le capitalisme n'a plus de modèle rival ou alternatif, avec la disparition donc du soviétisme. Et puis elle est entrée dans une phase de turbulence croissante à partir de 2001. Et depuis 2007, nous sommes donc en fait, c'est maintenant depuis 4 ans ou 3 ans et demi, mais ça va durer encore longtemps, nous sommes rentrés donc dans une grande crise de ce capitalisme mondialisé. Une grande crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un impact sur le cycle économique, on a eu une première récession et aujourd'hui on est menacé par une autre. On a un problème sur les modèles de développement, le modèle de croissance par la dette, et puis on a un problème d'équilibre général du système. Donc cette crise, elle continue à muter. Contrairement à ça, ça a été une énorme erreur, ceux qui ont pensé que parce que la récession était finie en 2010, la crise était terminée. Pas du tout. Elle continue, mais sous d'autres formes. Alors, quelles sont ces autres formes? Premièrement, elle est passée de la finance à l'économie et maintenant à la politique. Donc la finance, on a toujours les problèmes sur les banques. L'économie, on a le chômage, les dettes. Et puis la politique, pourquoi? Parce que la politique, aujourd'hui, a beaucoup de mal à décider. L'Occident n'a plus le monopole des décisions et la politique économique est parvenue un peu au terme de ce qu'elle pouvait faire parce que les dettes publiques dans les pays développés sont de 100% du PIB, parce que les taux d'intérêt sont à 0 depuis 3 ans aux États-Unis et on a annoncé qu'ils allaient le rester, parce que la banque américaine, la banque centrale, a maintenant est le premier détenteur d'actifs américains dans le monde, 40% du PIB des États-Unis, donc elle ne peut pas là aussi aller beaucoup plus loin. Donc on a ce premier élément, donc, et ça se traduit, comme vous l'avez vu, par le blocage de l'Europe, 6 premiers ministres en 5 ans au Japon, et puis le doute sur les institutions politiques américaines. Et la deuxième mutation, très désagréable pour nous, Européens et Français en particulier, eh bien, c'est que c'est maintenant en Europe que c'est l'Europe qui est devenue le liman de ce début de décennie 2010. Donc une Europe qui est à la fois surendettée, qui a une croissance faible, qui est vieillissante et qui a des institutions politiques qui ne marchent pas. C'est la fin d'un système. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du capitalisme, mais c'est la fin de la façon dont on a exercé le capitalisme qui, au lieu de se fonder sur des valeurs réelles, est devenu essentiellement un capitalisme financier qui, comme il réussissait très bien, pensait que est devenu d'une certaine manière une forme d'arrogance qui fait qu'il vivait dans sa propre bulle en pensant que l'économie réelle devait s'adapter à la logique des retours financiers du monde financier. Et puis patatras, comme on dit, tant que je gagne, je joue, mais il y a un moment où quand on joue, il y a un moment où on ne gagne plus. Et on est aujourd'hui au moment des comptes où on doit constater que, comme l'a expliqué Nicolas, les valeurs virtuelles ne reposaient pas sur des valeurs réelles. Je crois aussi qu'il y a 3 idées fausses qui tombent. Et en tant que chef d'entreprise et de chef d'entreprise industriel, je pense que c'est important de le dire, c'est qu'on a vécu jusqu'en 2007-2008 avec l'idée qu'un pays mature passait de l'agriculture à l'industrie et aux services. Et donc on a négligé notre agriculture et on a négligé notre industrie. Je me souviens quand on allait à Davos et qu'on essayait de défendre l'idée que nous devons avoir des industries qu'on ne peut pas imaginer faire de la recherche et développement et d'inventer les produits du futur si on n'en produit pas sur notre sol. On était considérés comme des dinosaures qui ne comprenaient rien à l'économie, puisque l'économie, c'était d'être un pays de services très abouti et de laisser les usines qui polluent dans les pays en voie de développement. Et la vérité, c'est que l'invention, la recherche, le développement, l'innovation, elle doit se passer sur nos territoires si on veut avoir une marge si on veut exister dans l'avenir. La deuxième
La deuxième idée fausse, c'était que c'était le marché qui régulait tout. Et qu'après tout, moins il y avait de régulation. C'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis, et je dirige une entreprise d'origine américaine. Après le 11 septembre, on a dit aux Américains, consommez, c'est comme ça que vous serez des bons citoyens. Et on a en fait dérégulé en pensant que le marché allait être le grand stabilisateur mondial. Et en réalité, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est pas qu'il y a trop d'États, puisque c'était ce qu'on disait avant, qu'il y avait trop d'États qui régulaient trop, c'est l'impuissance des États. Et ce que condamnent aujourd'hui les marchés, puisque nous sommes entre les mains des marchés financièrement, c'est le manque de leadership. Quand on voit Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se réunir et dire que dans un mois, on va peut-être avoir une solution, tout le monde respire. Tout le monde se dit, ouf, on va sortir et on va trouver la solution. Donc, c'est pas qu'il y a trop d'États, c'est qu'il y a une forme d'impuissance et de manque de leadership au niveau du pouvoir. Et puis le dernier point, qui est pour moi le plus important pour l'avenir, c'est que, et je pense que c'est ça la sanction des indignés, enfin de l'opinion publique, c'est qu'on a longtemps pensé que, et là je parle à la fois pour les entreprises et pour les politiques, que ce qui était légal était moral. Et que ça suffisait. Si on respectait la loi, on était dans les clous et on était moral. Eh bien non, il y a des choses qui sont légales mais qui ne sont pas morales. Et l'éthique, le comportement, la déontologie à la fois des élites et de ce qu'on imprègne dans nos entreprises et dans nos pays devient absolument essentiel. Et ce sera... On en dira un mot, je pense, sur le développement durable, mais c'est pour ça que je suis totalement convaincue que l'avenir, la croissance, va passer justement par cette croissance durable plutôt que par le développement durable, parce que ça couvre pas simplement la question de l'environnement, mais ça pose la question de la responsabilité sociale des entreprises pour ma part, mais aussi des États et de tous ceux qui ont entre les mains les destins d'autres hommes et d'autres femmes. D'abord, je ne pense pas que ce soit le capitalisme qui soit en cause, c'est son fonctionnement. Et il faut quand même prendre un peu de recul. Le capitalisme a formidablement fait progresser l'ensemble du monde. C'est grâce au capitalisme qu'on a, les uns et les autres, atteint le niveau de vie et de bien-être que nous avons. Le problème, à mon sens, c'est essentiellement, pas exclusivement d'ailleurs, dans son dysfonctionnement. Le capitalisme actuel est un capitalisme essentiellement, sinon exclusivement financier. C'est-à-dire que d'une part, on a financiarisé l'économie et on a financiarisé les entreprises et on a induit un rapport avec le temps qui est extrêmement nuisible. C'est-à-dire que c'est le triomphe du court terme et on ne sait plus où l'on va et on ne donne plus le temps au capitalisme et aux entreprises d'y aller. Deuxième chose, quand on parle de capitalisme, ça veut dire capitaux, ça veut dire capital. Or, on a construit toute notre croissance sur la dette. On a cru que la dette induisait la croissance. Et c'est là que je suis extrêmement surpris, parce que en 2008, moi je ne savais pas ce que c'était qu'un subprime, je ne connaissais pas Lehman Brothers, donc ça a été des surprises. Par contre, la crise actuelle, qui est essentiellement une crise due au déficit des États et à la dette des États, c'est quelque chose qui existait, qui était transparent. Bon, on avait un peu planqué la Grèce, d'accord, hein, mais tout le monde connaissait la dette. Hein, et on voit maintenant qu'on ne peut plus continuer comme ça. Les Français, on le sait, ont un rapport à l'économie qui est un peu particulier. Ils ont une culture macroéconomique, on le dit, qui est peut-être plus limitée que dans d'autres pays. Et ils ont quelques difficultés à imaginer, à analyser les causes de cette crise. En revanche, et là aussi c'est un tropisme bien français, ils ont une grande capacité à désigner des responsables et des coupables. Donc la crise que l'on vit actuellement, pour les Français, elle est perçue comme la résultante de comportements de certains acteurs, et ces acteurs, au premier rang desquels on va trouver les banques. Les banques sont perçues, à tort ou à raison, je suis moins compétent que mes voisins, sont perçues par les Français comme les principaux responsables, et je dirais même les coupables de cette crise. Alors, on pourrait
analysé longuement l'image des banques auprès des Français. On n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais c'est vrai que les banques cumulent aux yeux des Français beaucoup d'inconvénients, beaucoup de défauts, et qui expliquent, je crois, cette défiance très forte qu'on ne retrouve pas autant. Alors on la retrouve dans d'autres pays, aux États-Unis, de manière plus conjoncturelle, mais chez les Français, c'est une défiance structurelle à l'égard des banques qui a été renforcée par différents facteurs au cours des derniers mois. Les banques, mais aussi l'État et les politiques en général. Ça, on pourra aussi y revenir. L'État est considéré, là aussi, à juste titre ou pas, comme un des responsables, un des coupables de cette crise, peut-être par défaut, pour ne pas avoir agi ou réagi à temps et préparé les conditions d'un bon déroulement de l'économie française et mondiale. Les entreprises sont également jugées comme des acteurs responsables. Alors, parce que les entreprises, ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont jugées coupables. Ce sont principalement les grandes. Multinationales. Les multinationales, pardon pour les grands patrons le CAC 40, présents. en gros. Oui, le CAC 40, les grandes entreprises en général, qui sont accusées de privilégier d'abord une recherche excessive du profit. Il n'y a pas de rejet du profit dans son principe, mais il y a le rejet plutôt de l'excès de profit, la financiarisation, on l'a dit. Voilà en gros les principaux responsables. Les petites entreprises, et je dirais mon entreprise, puisque les Français distinguent, quand on les interroge sur les entreprises en général, ils font un distinguo très clair entre les grandes entreprises et les petites, et puis ils font un autre distinguo très important entre leur entreprise, celle dans laquelle les salariés travaillent, exercent leur activité, sur laquelle ils ont en général un regard plus bienveillant, et les entreprises en général, un concept un peu général, qui sont plutôt rejetées. On dit toujours, c'est vrai, on pointe du doigt les banques, le CAC 40, les capitalistes, etc. Mais quand même, vous qui êtes assez politique dans votre façon d'analyser les choses, il n'y a pas une responsabilité très forte des États. Aux États-Unis, d'avoir laissé se développer le crédit personnel parce qu'on ne distribuait pas d'augmentation de salaire, d'avoir en Europe laissé se constituer des dettes et vivre au-dessus de nos moyens. Est-ce que finalement, quand même si on dit aujourd'hui que les politiques n'ont plus, les États n'ont plus assez suffisamment de pouvoir, ils ont péché quand même? Après la chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique, je pense que le monde occidental, selon la formule qu'avait eue Laurent Fabius, mais qui à mon avis était une formule qui a bien désigné ce qu'on a fait, et c'est très dommage qu'on l'ait fait, il a parlé des dividendes de la paix. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, sous forme économique avec les bulles d'abord sur les marchés d'actions, qui ensuite se sont répandues sur l'immobilier, les matières premières, tout ce qu'on veut, on s'est mis à vivre tous à crédit, avec donc de la dette privée côté des États-Unis, de la dette publique côté France ou assez souvent en Europe. Et finalement, on a distribué beaucoup de pouvoir d'achat fictifs qui n'étaient pas gagés par de la production. Et quand on a eu, et on en parlait tout à l'heure avec Clara Guémard, c'est vrai que les attentats de 2001 ont provoqué une suraccélération de ce système pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu un krach boursier, que la Banque centrale américaine a du coup eu une politique d'expansion monétaire maximale pour éviter d'avoir, en plus du traumatisme politique, une récession économique. Et puis, tout le monde, donc ce système de bulles s'est accéléré. Donc on a bien, au bout du bout, les uns et les autres cherchent des boucs émissaires, les agences de notation, les banques et tout ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des comportements déviants dans toutes ces institutions. Mais il faut voir que fondamentalement, la grande embardée, elle est là. Et que de l'autre côté, vous avez eu, parce que le capitalisme est devenu universel, cet autre mouvement que les tiers-mondistes avaient cherché pendant des dizaines d'années à développer le Sud, ils l'avaient ruiné. Et il y a ce grand mouvement qui est un mouvement positif parce que c'est de l'économie réelle. La mondialisation, la montée du Sud ont permis à 1 milliard d'hommes de sortir de la pauvreté en un quart de siècle. Et ça, on n'a pas le droit de considérer que c'est une régression ni morale, ni historique, ni économique. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est de gérer ce grand basculement. C'est le problème le plus compliqué que nous ayons à gérer. Et ce d'autant que, à cause des chocs que nous vivons, à cause de la dynamique de la peur qui s'installe partout, chacun a tendance à se replier sur lui. Et ça, c'est la catastrophe. Pourquoi ? Parce que si on passe au système protectionniste, si on casse la mondialisation, on va casser tout simplement la première source de croissance qui permettrait aujourd'hui de s'en sortir. Pourquoi ? Parce que
c'est le consommateur du Sud qui est déjà aujourd'hui, qui représente 33% de la demande mondiale, alors que le consommateur américain ne représente plus que 27%. Donc si on se coupe de ces consommateurs du Sud, si on se coupe de l'économie de la connaissance, si on se coupe de l'économie verte, eh bien il est clair que nous allons aller vers des formes de régression qui rendront impossible une sortie de crise concertée.